Bonjour Jean Nadeau, Bonjour Fanny. je suis vraiment ravie de te recevoir sur cette interview à cœur ouvert. Tu vois, c'est vraiment à Ouais, cœur tu, ouvert tu- aujourd'hui. tu es en soirée, toi, hein? Moi, je suis en début d'après-midi ici, au Québec. Moi, il est très exactement 18h39. Tu vois. Alors, on enlève 6 heures, il est 12h39 pour moi. Eh ouais, nous, regarde le ciel, bah, ça y est, il est tout sombre. Donc, je suis très heureuse de te présenter à ma communauté, en tout cas. Ouais. Moi, je t'ai découverte il y a 5 ans. Donc, je vais me présenter pour ta communauté. Je suis Fanny Alibo, je suis coach pour les femmes entrepreneurs. Je les emmène vers la connaissance de soi pour aller regagner leur confiance et leur puissance, si je peux le dire ainsi. Et puis, bah, aujourd'hui, bah, voilà, on s'est donné rendez-vous. J'avais très envie qu'on aille sur un autre plan parce qu'on connaît Jean Nadeau, l'entrepreneur. Et moi, j'avais envie de connaître Jean Nadeau, l'homme. L'homme qui est Ouais, derrière ouais. l'entrepreneur. Et Donc voilà. c'est toujours fascinant, ça. Il y a plusieurs entrevues où les gens me disent, Jean, on te voit, bing, bang, pif, paf, pouf, avec ton appellation de gentil distributeur de coups de pied au derrière, mais on voit peu souvent l'homme derrière. D'entrée de jeu, Fanny, à 3 heures de l'après-midi et à 3 heures de la nuit, je suis la même personne. Je pense aussi. C'est juste que sur scène, à mon émission radio, dans mes livres, dans mes chroniques, dans mes capsules, dans la formation que je donne à d'autres conférenciers, je me compare souvent à l'incroyable Hulk. Tu connais l'incroyable Hulk? Donc, le Dr. Banner, c'est un bon Jack, c'est une bonne personne. Hein? Mais il ne faut pas trop le déranger parce qu'il devient un petit peu plus féroce et acide. Donc, c'est pas que je joue un rôle quand je deviens, quand je mets mes souliers de professionnel, mais j'accentue certains volets de ma personnalité qui viennent rejoindre ce que moi m'ont fait changer dans la vie, puis je le propose aux gens tout simplement. Mais oui, ça passe inévitablement pour moi par l'inconfort. Mais bon, on verra. On On va en verra. parler justement. Ouais. D'ailleurs, justement, on va parler de toi, de savoir d'où tu arrives. Je vais te poser plusieurs questions. On va remonter un peu dans ton passé et on va comprendre d'ailleurs quelle est ton expertise aujourd'hui, pourquoi tu es Jean Nadeau et que tu mets des coups de pied au derrière, mais coups de pied, coups de cœur hein, aussi. Chacun de mes coups de pied sont des coups de cœur. Je ne serais pas dans l'industrie du développement personnel si tel n'était pas le cas. Bon, écoute, je te laisse te présenter quand même à ma communauté, parce que je sais que j'ai dit à quelques personnes que j'allais t'interviewer, elles ne te connaissaient pas. Donc, je Mm-hmm. te laisse te présenter rapidement. Ouais. Ben écoute, une question que j'ai beaucoup de plaisir à répondre, c'est Jean, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Ouais. Qu'est-ce que tu fais dans la Et vie? et ma réponse à ça, c'est outre au niveau professionnel, parce qu'au niveau personnel, je suis papa, amoureux et ami, avant tout. Bon. Mais au niveau professionnel, je me plais à répondre que je me lève à tous les matins avec comme objectif de rendre le plus de gens possible inconfortables avec où ils sont dans leur vie, avec ce qu'ils savent. Ils le savent. Ils savent très bien vouloir changer, mais qui se complaisent dans le statu quo, souvent un petit statu quo de merde de leur vie actuelle. Je me lève à tous les matins pour les rendre inconfortables à un point tel qu'ils vont peut-être finir, suite à la réflexion, à savoir pourquoi mon propos les a rendus inconfortables, qui vont peut-être finir par poser les gestes pour sortir de ce confort-là, du petit statu quo. Contrairement à la très grande majorité des gens dans mon industrie, je ne remplis pas des salles pour dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, uniquement pour rajouter une petite couche de confort supplémentaire à leur statu quo. Si les gens sortent d'une conférence, on leur demande et c'était comment la conférence, et tout ce qu'on entend, c'est ça me fait du bien. Tu vas aller changer quoi si ça te fait du bien? Je vous garantis que si un jour vous assistez à ma conférence ou que vous lisez un de mes bouquins, vous allez terminer et vous allez dire il m'énerve. Il m'énerve, mais je vais aller réfléchir. Et la réflexion, dès que je commence à vous énerver, vous êtes en mode réflexion. Et l'action vient après avoir réfléchi à pourquoi ça nous a fait quelque chose ici. Si ce qu'on vous dit que dans le monde, dans l'industrie, dans l'océan des conférenciers, conférencières, coachs et auteurs en développement personnel, vous rentrez par là, vous sortez par là, puis ça vous a juste fait du bien dans le pompon, vous n'allez rien changer de votre vie.
Si ça rentre là, puis ça descend ici, puis ça fait aïe aïe, Ouais. ouch, à mal. C'est OK? bon, ça. N'oubliez pas, Jean Nadeau, il a été juste le messager. Jean Mm. Nadeau, il est payé pour faire ça, c'est sa job. Va te concentrer pourquoi ça t'a fait mal maintenant. Et ça, moi, quand je fais ça, je me couche le soir avec le sentiment d'avoir bien fait mon travail. Ça fait mal, mais ça fait du bien. Les plus grands changements significatifs de notre vie ont été faits à travers l'inconfort. Quand avez-vous changé quelque chose dans votre vie alors que vous étiez confortable? Jamais. Non? Tu es confortable avec ton chum, avec ton amoureux, tu restes avec. Tu n'es pas confortable, change de chum. On dit chum. On dit chum ici au Québec. Change d'amour. Tu n'es pas confortable avec ton travail. Les gens sont 100% confortables avec la vie qu'ils ont actuellement. Je le dis dans ma conférence. Levez la main, ces essieux qui sont 100% confortables avec la vie que vous avez actuellement dans tous les aspects de votre vie. Il n'y a jamais une main qui se lève. J'ai dit, vous êtes tous une bande de menteurs. Voici mon premier coup de pied au derrière de la conférence. Vous êtes une bande de menteurs. Vous êtes 100% confortable avec la vie que vous avez actuellement. Sinon, elle serait autrement. Si vous n'étiez pas à l'aise avec votre chum, vous changeriez de chum. Pas à l'aise avec votre job, vous changeriez de job. Pas à l'aise avec vos enfants, vous ne changeriez pas d'enfants, mais vous passeriez peut-être un peu de temps à jaser avec eux. Pas à l'aise avec votre poids, vous cesseriez de mettre de la merde dans votre panier d'épicerie, à passer 30 heures par semaine devant votre téléviseur, en vous tapant sur le torse si vous croyez à la loi d'attraction, en vous disant « je suis mince, je suis mince, je suis mince, je suis... » T'es pas mince, t'es gros, t'es grosse, lève-toi derrière, puis on va prendre une marche. Voilà, ça c'était Jean Nadeau. Merci bien pour cette présentation. Bonne journée tout le monde. Merci. Bah, au moins, voilà, ceux qui ne te connaissent pas, ils savent maintenant. Voilà, Jean, c'est Jean, c'est Jean. Voilà. C'est celui que j'ai découvert, qui faisait des petites vidéos le matin, qui duraient pas très longtemps, 5 minutes, 6 minutes. Et moi, bah, c'était le matin pour toi, très tôt. Pour moi, c'était déjà plus tard, mais je me levais tard à l'époque, j'avoue. Et tous les matins, Jean, avec son petit café, il nous faisait des coups de pied au derrière. Laisse-moi faire une reproduction. J'ai fait ça parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, ça fait au moins 1 an, mais j'ai fait ça pendant 4 ans de temps, presque 365 jours par année. Et quand la caméra ouvrait, je faisais ça comme ça. C'est trop ça. Bon matin la Terre, bon matin le monde, bon matin à toute la francophonie, and good morning to the rest of the world. Aujourd'hui, laissez-moi vous donner un coup de pied au derrière. Bla, 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 bla. Et c'est ça. Et nous, t'es là. Ouais, d'accord. Connard, va. Hein? Ouais. On était derrière l'écran. Ouais, d'accord, ouais. Et on partait avec ça. Voilà. Mais moi, ça me faisait du bien. Et à chaque fois que je chantais que ça m'irritait, je disais, ah, il est fort. Ah, il a touché. Oui, il fallait. C'est nickel. Je vais y aller maintenant. Ah, moi, c'était un plaisir. Bon, merci en tout cas. Mais reprends peut-être un peu. Ça ferait du bien. Ouais. Bref, alors moi, j'aimerais bien, là, tu es un adulte, hein, ok, mais moi, j'aimerais bien savoir comment était Jean quand il était petit. Est-ce qu'il a des frères et sœurs? Dans quel contexte il est arrivé au monde, Jean? Tu vois? Un mot, l'enfer. J'étais l'enfer. Non. Oh! J'ai un frère, mes 2 parents sont encore vivants, ils sont divorcés maintenant, mais bon, j'ai eu une enfance, en fait, j'ai eu une famille tout à fait normale. Ouais. Pas ultra riche, pas ultra pauvre, moyenne, de bonnes études, en fait, de bonnes écoles et tout ça. Mais moi, j'étais très perturbant. Aujourd'hui, c'est sûr que je serais classifié TDAH, trouble du déficit d'attention et d'hyperactivité. Et jusqu'à l'âge de 12 ans, où ici au Québec, là, on dit on a la 4e année, 5e année, 6e année. Après ça, on arrive au secondaire. À ma dernière année primaire, en 6e année, mes parents ont dit il faut faire quelque chose avec lui parce qu'on va l'échapper. On va l'échapper, ça va devenir un bum, un voyou. Un jour, on va aller le visiter et il y aura des barreaux qui vont nous séparer. Non, ça allait vraiment pas bien, Fanny. J'étais turbulent. Et en classe, j'étais pourri. J'étais toujours le dernier à aller chercher ma copie d'examen parce que j'avais toujours la plus basse note de la classe. Des 0, j'en ai eu plus que des 100. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Et déjà là, je cherchais ma distinction et j'en ai trouvé une dans la cour d'école. Le premier masque que j'ai porté, c'était le masque du dur à cuire, même si j'avais juste 12-13 ans. Mais j'ai toujours été plus grand, plus gros que les autres. Je suis grand, je suis baraqué. Et quand on se retrouvait dans la cour d'école, tout le monde voulait, au Québec, on dit « essayer Nadeau ». Ils voulaient essayer Nadeau.
Ah, Il c'est voulait étrange comme essayer expression. d'aller Essayer se Nado. battre, vraiment d'aller se battre et de voir si lui, pas des filles, mais des gars, si lui serait capable d'être le premier à gagner sa bataille au point contre Nadeau. Donc, il Ouais. essayait Nadeau. Et personne n'a été capable. Mais donc, j'étais le king de la cour de récréation, mais pas pour les bonnes raisons, tu comprends? Ouais. Et quand je retournais en classe, j'étais pourri. Plus tard, rendu à l'adolescence, ça s'est transporté jusque-là parce que, et je suis devenu un bullier, je suis devenu un intimidateur. Hmm. Donc, tu sais que la plus grande caractéristique d'un intimidateur, c'est sa faiblesse. Parce qu'il est faible dans son esprit, dans sa conscience, un peu partout, il se cherche quelque chose pour être fort. J'étais petit cul et j'étais fort dans la cour de récréation. J'ai amené ça jusqu'à l'adolescence et Dieu sait que des cibles à l'adolescence, on en a. Oh là là. Et donc, j'étais encore l'intimidateur. Tu sais, j'ouvre une parenthèse, il y a peut-être 2 ou 3 ans de ça, j'ai retrouvé, je me souvenais des 5 noms des gars, des garçons que j'avais le plus intimidés. Je les ai retrouvés sur Facebook. Il y en a 3 que je suis certain parce qu'on a correspondu. Et il y en a un avec lequel on s'est même parlé au téléphone. Et il me dit, Jean, mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait 40 ans de ça, 45 ans de ça. T'as pas eu Mais peur? j'ai dit, écoute, j'ai dit, quand je repense à ça, là, et le mal que j'ai dû te faire, je, OK, c'est peut-être égoïste, mais moi, je dois me sentir repentant de ça. Je dois m'excuser, donc je m'excuse. Et le garçon, là, ben, l'homme, Ah ouais, donc Richard, son nom, était formidable. Il me dit, Jean, tu sais, j'étais peut-être du bon matériel à se moquer d'eux. Et j'étais un peu weird, j'étais un peu weirdo, j'étais nerd. J'étais très bon en classe, mais j'avais de l'air de nerd. Puis j'ai pas plus un plus bel air aujourd'hui. Par contre, je gagne quand même assez bien ma vie. Et, il me dit, l'aspect social n'a jamais été ma force, mais j'en ai pas besoin, Jean, je suis anaphésiste. J'endors les gens, j'ai pas besoin de parler à personne, j'ai pas besoin d'être sociable. J'endors les gens à longueur de journée. grâce à toi, il a trouvé sa vocation. Peut-être. Et donc j'étais intimidateur. Et après ça est arrivé le sport, le hockey sur glace, où là, j'ai eu des entraîneurs très sévères. Une première blonde, une première amoureuse. Et ça a commencé un peu à transformer, à mettre de côté le côté batailleur, le côté trop fringant, même violent, je te dirais, parce Ouais. qu'il y avait d'autres choses. Gardien de but au hockey sur glace, j'étais une petite vedette. J'étais l'amoureux de quelqu'un, moi, amoureux de... Il y a une fille qui m'aime, moi. Donc, mon importance allait sur d'autres choses. Et tout Ouais. ça a évolué à travers, bon, jusqu'à l'université. Et là, je pense, je ne ferais pas de mal à une mouche. Sincèrement, je ne ferais pas de mal à une mouche. Hmm. Donc, mon enfance a été principalement marquée de ça. Donc, quand aujourd'hui, parce qu'il y a eu d'autres étapes par rapport avant d'en arriver au style et à l'approche que j'ai comme conférencier aujourd'hui de gentil distributeur de couteaux derrière, mais quand je me suis arrêté, puis il y a un événement qui m'a fait arrêter, qui m'a fait découvrir cette distinction-là, et que j'ai regardé en arrière, j'ai compris que, et c'est ce qui explique ma distinction d'aujourd'hui, j'ai compris que pour moi, c'est à toutes les fois où j'ai eu la face dans la boîte. Là? La quoi? La figure, la face, dans la boue. Ah, Dans la boue. d'accord. Nous, au Québec, on appelle ça de la boîte. Bon. Ok, la boîte. À toutes les fois où j'ai eu la face dans la boue Ok. et que j'avais un peu d'eau boueuse qui me rentrait dans le nez, Ouais. ça me rendait inconfortable et je changeais. Donc, pour moi, ça a toujours passé par l'inconfort. C'est pour ça aujourd'hui que je parle de l'inconfort et de la responsabilité qu'on a de faire de cet inconfort-là quelque chose de beaucoup mieux et de beaucoup plus positif aujourd'hui. Ok. Bah oui. Et donc, tu as fait du hockey, tu en as fait professionnellement, enfin, on va dire à un haut niveau quand tu Ouais, à étais... un haut niveau jusqu'à l'âge de 20 ans. Et là, j'aurais pu peut-être être repêché par une équipe de la Ligue nationale de hockey. J'étais sur la liste de 2 équipes de la Ligue nationale de hockey, mais je n'ai pas été repêché et j'ai cessé de jouer au hockey tout simplement. Ok. Et ta vie Ouais. professionnelle, elle a commencé à quel âge? Elle a commencé comment? En fait, elle a commencé à ma sortie de l'université en administration marketing. Je suis allé à Montréal, qui est situé à peu près 2h30 de Québec, pour une compagnie internationale, Shell Canada, dans le pétrole, Hmm. les produits pétroliers Shell. Donc, j'ai été dans cette industrie-là pendant 3 ans maximum. Je suis revenu à Québec après et
de mon retour à Québec jusqu'à il y a à peu près une vingtaine d'années, j'ai toujours été en marketing, publicité, agence de publicité. Il y a 20 ans, j'ai travaillé pour une firme qui se spécialisait dans la gestion et organisation de congrès. OK. Donc, assister les congrès qui viennent à Québec avec tout ce qui se passe autour, les programmes pour les conjoints, conjointes, les décors, les artistes et toutes ces choses-là. Mhm. Et qui n'a pas du tout un lien direct avec le marketing. Et j'ai décidé finalement de partir ma propre boîte, ma propre société de gestion de congrès. Donc, je l'opère encore aujourd'hui. Ça fait 23 ans. Et il y a environ, justement, 5-6 ans, 6 ans, j'ai commencé le métier de conférencier, auteur en développement personnel. J'ai commencé à peu près comme tout le monde, à répéter les mêmes banalités que tout le monde, juste avec ma façon, avec ma voix radiophonique, jusqu'au jour où j'ai eu un méga coup de pied au cul de mon meilleur ami Marc, qui a totalement chambardé ma carrière pour être celle que j'ai aujourd'hui. Donc, quand je t'ai rencontré sur les réseaux, enfin, quand je te regardais, tu venais de démarrer, en fin de compte. Peut-être ça faisait même pas un an, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, Probablement, en fait, je venais probablement tout juste de, de déterminer ma vraie authenticité comme conférencier. Je venais d'enlever mon masque d'être du pareil au même comme tous les autres. Ouais. Avant que tu me connaisses, parce que c'est justement en créant ma distinction de gentil distributeur de couteaux derrière, je n'étais pas sur les réseaux sociaux du tout. Et si j'avais été sur les réseaux sociaux avec le style que j'avais avant, eh ben, j'aurais été comme tous les autres. J'aurais été similaire à un paix dans un bain à bulles. Hein? Je comprends tes expressions. C'est bon, je commence à être québécoise. Tu comprends l'expression? Imagine-toi Ouais. dans un bain à bulles. On appelle ça un bain tourbillon ici au Québec. Tu sais, les bains à bulles, il y a 2 milliards de bulles à la minute qui viennent. Si tu fais un petit paix, un petit gaz, ça ne paraîtra pas. Ah, c'est ça. Ta bulle va être comme toutes les autres bulles. Alors, j'étais comme toutes les autres bulles avant ça. C'est vrai. Donc, tu as trouvé ta propre couleur. Donc, tu illumines avec ta couleur. Ma Voilà. distinction, effectivement. Mon Mm. unicité. C'est bien. Et j'ai une question. Alors, peut-être qu'il n'y a rien à voir, mais là, elle arrive, cette question. J'aimerais qu'on parle de claques. Les bonnes claques, tu sais, parce que tu mets des coups de pied au derrière, des coups de pied au cœur, etc. Mais toi, j'en ai d'autres, tu t'es pris des bonnes claques. Tu as dû aller toucher le fond par moment pour aller chercher cette authenticité. Est-ce qu'il y a Pas des toucher le grosses fond. claques qui t'ont vraiment marqué profondément et dont tu aurais envie de nous parler? J'ai pas touché le fond, je suis allé en dessous du fond. C'était quand? Avec qui? Quoi? Comment? En fait, il y en a deux majeures. Deux majeures. La première, elle m'est venue de mon meilleur ami, Marc, ici au Québec, qui assistait à ma conférence pour la toute première fois et qui, au risque de notre amitié, m'a dit, Jean, la conférence que je viens de voir là et cette mission que tu t'es donnée, comme tous les autres moutons de l'industrie, de changer le monde, eh bien, c'est de la merde. Mon meilleur ami, on avait 1h30 de route à faire au retour vers Québec. C'était un peu en banlieue de Québec. On avait le plus long voyage de ma vie. Et j'ai arrêté complètement mes activités. J'ai annulé 5 ou 6 contrats que j'avais déjà de conférences parce que, ça m'a blessé. Ça m'a rendu inconfortable. Ça m'a blessé. Ça m'a mis la face dans la boîte avec l'eau qui rentrait dans le nez. Et j'aime tellement mon ami, j'ai tellement confiance en son jugement que je me suis dit, mais il faut que je m'arrête à ça. Il y a quelque chose là, certainement. Et j'ai arrêté complètement pendant 6 mois. Et au bout de 6 mois, j'ai entendu parler d'un conférencier auteur aux États-Unis. Écoute, je vivotais. Pendant 6 mois, là, autant au niveau personnel que professionnel, je vivotais. Je ne sais pas si j'ai eu une dépression ou un burn-out, mais disons que ça n'allait pas très bien. Et j'ai eu ce livre-là. Dans ce livre-là, il parlait d'un autre auteur que j'ai commandé le livre, je l'ai lu. Dans ce deuxième livre-là, j'ai lu un autre auteur qui, lui, j'ai dit, oh, ça c'est important. Et c'est lui qui est devenu mon coach aujourd'hui. Okay. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai compris que mon axe de communication en développement personnel à moi ne devait pas être, parce que c'est pas ça qui a fonctionné pour moi, ne devait pas être comme 99,9% des conférenciers en développement personnel axés sur « Oh my God,
le positivisme à l'extrême, que tout est toujours bien, que l'univers conspire pour nous, que quand l'attitude va, tout va. Toute cette merde-là, même si on met du parfum par-dessus, ça demeure de la merde à mes yeux. Tout ça, c'était pas fait pour moi et ça changeait rien à ma vie. Moi, ce qui a changé quelque chose dans ma vie, ce sont les moments inconfortables, incluant celui que j'étais en train de vivre avec mon ami Marc suite à son propos. Et là, je me suis dit, OK, mais si c'est ça que je veux aller jaser, aller présenter comme point de vue, comme approche distinctive, l'inconfort, va-t-il y avoir un marché pour ça? Parce que tout le monde est habitué de se faire dire exactement ce qu'ils veulent entendre. Oh, ça me fait du bien, c'est beau, c'est gentil, il chante bien, il a une belle voix, il s'habille bien, il est drôle, il bouge bien sur scène. Mais ça change-tu? Est-ce que je vais avoir un marché pour ça? Et j'ai dit, the hell with it. J'ai dit, j'y vais. Moi, c'est mon approche. Je prends le train, je passe. Si vous voulez embarquer, vous embarquez. Et oui, mon propos va vous choquer, va vous déstabiliser, va vous rendre inconfortable. Mais une fois que le train à dos aura passé, une fois que le messager aura passé, comme je disais tout à l'heure, arrêtez-vous et posez-vous la question, pourquoi ça m'a accroché? Si ça m'a accroché, c'est peut-être parce que j'ai quelque chose à régler là-dedans, ici. Et là, faites votre travail. Je ne le ferai pas à votre place. Je suis déjà rendu ailleurs, moi, avec mon train. Donc, cette distinction-là, et c'est là que j'ai commencé l'appellation de gentil distributeur de couteaux derrière, est venue du couteau derrière. On m'a servi ma propre la leçon que j'étais pour servir après, et c'est venu de mon meilleur ami Marc. Maintenant, j'ai sûrement été malhabile à partager cette distinction-là. Il y a bien des gens qui m'ont connu au début et qui ont sorti du train parce que, je l'avoue, j'ai sûrement été malhabile à bien des égards sur la façon de partager ou de faire vivre cet inconfort-là. Maintenant, j'avais été invité à me rendre aux États-Unis à une formation d'un week-end par celui qui est devenu mon mentor, le troisième livre que j'avais lu pendant mes 6 mois de convalescence. Et je suis allé là-bas et sur place là-bas, il y avait 2 coachs sur scène, Larry Winget et Susan Evans. Et Larry, je lui avais déjà parlé à quelques reprises, celui qui avait écrit le livre et tout ça, on avait commandé tous ses livres. On avait même fait une entrevue Skype ensemble à un moment donné. Il me connaissait un petit peu et on parlait tous les deux, lui déjà depuis longtemps et moi depuis le début de ma carrière, mais d'une autre façon avant. Je parlais déjà quand même du sens des responsabilités, c'est ma base. Et on se présente à ce séminaire-là pendant 3 jours et pendant les 3 jours, là j'arrive au deuxième couteau derrière, pendant les 3 jours, à 2 ou 3 occasions par jour, on peut aller poser une question, peu importe laquelle. On peut aller poser une question aux coachs qui sont en avant sur quoi que ce soit. Et pendant ces 3 jours-là, le travail principal qu'on a à faire, c'est de déterminer ce qu'ils appellent notre POV, Point of View, notre point de vue. Quelle est cette opinion, ce jugement qu'on a d'un problème qu'on voit dans la société puis de la solution qu'on va offrir par la suite? Quelle est cette petite phrase qui vient résumer l'ensemble de notre approche et de notre discours? Et à chaque fois que quelqu'un allait au micro, il lui posait la question, on travaille depuis le début du séminaire sur le POV, t'es rendu où? On ne pense pas que tu vas déjà avoir trouvé ton POV en quelques heures comme ça. Il y en a que ça leur prend 6 mois. Moi, ça m'a pris 6 mois d'ailleurs. Mais t'es rendu où? Alors, la personne exprimait là, qu'est-ce qu'il pensait peut-être être son point de vue, et eux argumentaient là-dessus, puis après ça, ils passaient à la question suivante. Les 2 premiers jours, je n'ai pas de questions. La 3e journée, c'était le mercredi, dernière journée. Ça termine à 17 h, juste avant l'heure du lunch. Il y a une période de questions. Et moi, j'ai une question phénoménale qui me vient en tête. Je la pense extraordinaire. Et je m'installe dans la file d'attente pour le micro. Mon tour arrive. Imaginez, Jean Nadeau, 6 pieds 1, je ne sais pas ça fait combien en mètres, mais baraqué devant un foutu micro rose. Ce sont les micros de Susan. Et qui dit à Larry, en fait, aux deux, mais en fait, je m'adressais plus à Larry et Susan sur scène. Et je dis, Larry, bon, je suis bilingue, tout ça se fait en anglais, je suis bilingue, je parle anglais et français. Est-ce que tu penses que je devrais me concentrer plus sur le marché francophone ou anglophone? Il dit, Jean, vraiment, tu es allé au micro pour poser cette question-là. Il y a 1000 fois plus de personnes qui parlent anglais sur la planète Terre. Tu viens vraiment me... Moi, j'ai dit, ouais, c'est OK, c'est peut-être pas une si bonne question que ça, finalement. Et je viens pour partir du micro pour retourner à ma place. Et Susan se lève sur scène. Susan, elle est tout petite, elle est minuscule en hauteur, mais quand même assez présente de sa personne. Vous me suivez? Et Susan se lève et s'en va sur la pointe de la scène et dit, Jean, retourne au micro.
Et là, je me dis, ah, c'est vrai, ils ne m'ont pas demandé où j'en étais rendu dans mon POV. Alors, je retourne au micro, et quand j'arrive au micro, elle me pointe du doigt. Il y a 300 personnes dans la salle. Elle me pointe du doigt, elle me dit, tout ça est en anglais. Tu veux savoir c'est quoi ton foutu de problème? Mon problème. Tu sais, dans ma tête, là. J'ai pas de problème, je parle anglais, français. Non, non, j'ai des problèmes, mais qu'en sais-tu? T'es qui, toi, pour me dire que j'ai des problèmes et que toi, tu les sais et tu veux me les dire? Bon, j'ai dit, ouais, dis-moi, c'est quoi mon problème? Et elle me dit, je vais vous le dire en anglais comme elle me l'a dit, je vais traduire pour ceux qui parlent moins anglais. Elle me dit, You are a fucking bullshitter. Tu sais, c'est quoi de la bullshit? Dire de la bullshit, dire des sottises ou d'être sot, d'être con. You're a fucking bullshitter. Tu es un bullshitter. Écoute, Fanny, j'ai reculé d'à peu près 6 pieds. J'étais convaincu que j'étais pour sortir de mon jeans, de mes pantalons, tellement que mes jambes tremblaient comme ça. Moi, Jean Nadeau, gentil distributeur de coupures d'oreilles, l'incroyable Hulk du développement personnel au Québec, je suis tout petit, 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 petit. Je ne cligne pas des yeux parce que je dis, si je cligne des yeux, les 300 personnes voient mes larmes couler. J'étais en état de choc, pas un son dans la salle. Il y a des gens qui étaient sur leur cellulaire à dire, écoute, je sais que j'ai un vol en fin d'après-midi, mais peux-tu retarder mon vol parce qu'il y a tout un spectacle qui se passe ici et je peux voir la conclusion, tu comprends? C'était silence total. Oh. Et là, je retrouve un demi de 1% de courage et d'estime de moi et je me rapproche du micro. Tu sais, nous, les hommes, on ne cherche pas à comprendre tout de suite. On cherche à trouver une solution. On ne cherche pas à comprendre tout de suite. Et je retourne au micro, je ne m'adresse pas à elle, mais je m'adresse à Larry et je lui dis, Larry, te souviens-tu au début de la formation, tu nous as dit que quand on monte sur scène comme conférencier, qu'on écrit des bouquins, on adresse un problème pour lequel on a encore du travail à faire nous-mêmes. Il me dit, oui, j'ai dit ça, OK. J'ai dit, OK, êtes-vous prêt à entendre mon POV maintenant? Elle me regarde et elle me dit, oh oui, je suis avec quelques blasphèmes de fucking et tout ça. Elle dit, oui, oui, on veut entendre ton POV. Et là, moi, je savais ce qui était la petite phrase que je pensais être bien bonne pour résumer l'ensemble de mon approche. Je savais qu'elle était peut-être pas finale, mais je la trouvais très bonne. Et je le savais, le mot en question qui apparaissait dans mon POV. Et mon POV allait comme ça, je vais le traduire après. Stop believing you can bullshit your way to success and happiness. Cessez de croire que vous pouvez bullshiter, juste en faire assez, juste en faire à moitié, juste le minimum, en faire juste le minimum pour atteindre votre succès et votre bonheur. En français, ça revient à dire ça. Mais j'utilise le mot bullshit dans mon POV. Stop believing you can bullshit your way to success and happiness. Puis elle me dit, t'es un fucking bullshitter. La salle, Fanny, s'est levée d'un bond. 300 personnes qui se lèvent d'un bond, qui applaudissent. Ceux autour de moi me font des high-fives. Il y a un homme qui s'approche de moi que je ne connais pas du tout petit, frêle. Il me regarde les yeux pleins d'eau. Il dit, Can I hug you? Est-ce que je peux te faire un câlin? Oh. Oui, j'ai besoin. Ouais, OK. On fait un câlin. C'est un câlin d'amitié, là. Ouais. Senti, là. Le vrai là, câlin. On se laisse et je me retourne vers ma table, où était mon meilleur ami Marc, d'ailleurs. Et Marc me regarde les yeux pleins d'eau. Il dit, Jean, est-ce que c'était tout organisé, tout ça avec Susan? J'ai dit, non. Puis j'ai aucune idée pourquoi tout le monde est debout, puis ils me font des affaires, je comprends rien. Susan, elle, sur scène, s'était laissée tomber sur les genoux et sur le ventre. Elle avait l'air d'une tortue inversée. Et finalement, Larry la relève et j'arrive au point du coup de pied au derrière majeur, le deuxième, qui m'a permis de raffiner ma distinction. Et elle se relève, puis elle revient au bout de la scène. Tout le monde s'assoit. Et là, elle s'installe comme ça, bien à côté sur sa prédominance. Et elle dit, veux-tu savoir pourquoi j'ai dit que tu étais un fucking bullshitter? J'ai dit, ouais. Ouais, j'aimerais bien ça parce que j'ai aucune idée. Elle dit, c'est pas à cause de ton discours. J'ai aucune idée de quoi tu dis. Tu parles en français. Tes discours sont en français, tes conférences. Donc, c'est pas ton discours. En tout cas, j'en ai pas la preuve. C'est pas ta présence sur scène. On t'a vu sur scène à quelques occasions pendant le week-end et tu n'as une présence de scène parfaite. C'est pas ta voix, c'est pas ton ton. Elle dit, t'es un fucking bullshitter parce que justement, tu fais ce que tu viens de nous dire dans ton POV. Tu fais juste à moitié. T'es juste un petit peu, tu pigrasses un peu partout, puis tu essaies de te faire une carrière, une renommée en pigrassant des informations un peu partout. Tu as la chance de te faire coacher par ce gars-là, qui était Larry, pendant 1 an de temps.
puis tu n'as pas été prendre t'as pas encore, tu t'es pas encore abonné à ce coaching-là. Mais c'est un coaching qui coûte 6 000 US, 8 000 Canadiens. C'est quand même un bon investissement. Je suis allé m'inscrire, bien évidemment. Ouais. Elle a réussi sa vente, mais elle m'a servi exactement la même leçon que moi je donne aux gens, de rendre les gens inconfortables pour les faire réfléchir et qu'ils en fassent quelque chose. Quand on s'est revus à la fin, parce qu'elle nous a invités dans sa loge à la fin de la journée, moi et Marc, et elle me dit, Jean, je ne pouvais pas te laisser passer. Cet événement-là, avec toi tout à l'heure, a été le plus grand enseignement des 3 derniers jours. Je ne pouvais juste pas te laisser passer. Tu m'as servi de cobaye, je te remercie. Mais moi, j'ai dit, ben, finalement, tu as réussi à faire une vente quand même. Elle a dit, je me fous de la vente. J'ai dit, OK, rembourse-moi maintenant. mais ce deuxième coup de pied-là m'a permis d'être coaché pendant 1 an de temps par mon mentor numéro 1 et ça m'a permis de raffiner ma distinction. Donc, ces 2 événements-là font que la personne que je suis aujourd'hui ne fait pas juste qu'offrir une distinction qui est différente de tous les autres. Il n'y a pas personne qui fait ce que je fais de la façon dont je le fais. C'est mon point de vue à moi. Excuse-moi. Et maintenant, les gens le comprennent mieux parce que j'ai réussi à le raffiner. Tu veux qu'on prenne une pause? Ça va aller, ça va aller. Pourtant, tu aurais dû commencer au début de mon récit. Tu aurais eu le temps. Non, ça va. Doucement, doucement. Du coup, il t'a remis sur les rails, mais correctement. Oui, exactement. exactement. Tu avancé dans ton train, mais tu aurais pu dévier sur un autre. Et en fait, j'étais en train, même si j'avais défini ma distinction, j'avais les 2 roues dans la garnotte. C'est quoi les 2 roues dans la garnotte? Bah, tu n'avais que 2 roues. Non, la garnotte, c'est le bas-côté des autoroutes. Tu sais, où il y a plein de petits cailloux, là. Oui! OK. Quand tu n'es pas focus, là, puis les 2 roues de droite s'en vont dans le terre. Tu reviens. Ben, j'étais parti pour m'en aller un peu les 2 roues de droite dans la garnotte. Et là, je suis rembarqué sur l'asphalte et je continue. Et ça me fait avoir le privilège d'être avec toi en entrevue aujourd'hui. Ah, c'est bon, ça! Là, c'était des... Ah oui, je voulais te dire tout à l'heure quelque chose, mais je t'ai laissé parler, mais j'aimerais vraiment, si on prend beaucoup de recul, aujourd'hui, quand tu me racontes ton histoire, comment tu étais adolescent et comment tu étais aujourd'hui, en fait, tu es une pièce et tu es allé explorer les deux côtés. Quand tu étais plus... t'intimidais les gens, tu étais peut-être plus persécuteur, tu rentrais dedans, mais voilà, tu allais explorer en fait ta zone de génie quelque part. Mais bon, tu es allé la sortir avec qui tu étais à l'adolescence, peut-être sûrement avec tes colères, avec... voilà, hein, l'adolescence, on est en crise d'identité, on se cherche, on se déconditionne des parents, enfin, il y a tout le bordel là. Et puis en fait, tu fais la même chose maintenant, mais hyper relié au cœur, à la bienveillance. Tu faisais la même chose, mais c'était l'envers de la médaille, je dirais. L'intention inverse, oui. Ouais, l'intention était inverse. Au début, c'était pour me créer une personnalité, pour me faire voir, pour faire comprendre au monde que j'existais, même si j'étais pourri en classe. Et maintenant, ben, mon intention, qui passe encore à travers l'inconfort, c'est simplement de rappeler aux gens que c'est quand on est inconfortable, puis qu'on accueille cet inconfort-là, puis on a la sagesse d'en prendre la responsabilité. Tu sais, mon fameux POV, finalement, là, parce que celui de la bullshit n'a pas été accepté, mais mon POV final, c'est et toute ma carrière, peu importe ce que j'en fais, conférencier, auteur, radio et tout ça, tout repose sur cette phrase-là, qui est incontestable. Votre vie est de votre faute. Je parle de responsabilité. Les gens n'aiment pas que j'utilise le mot faute parce qu'ils le relient uniquement au côté négatif. Oui. Mais c'est aussi de notre faute quand ça va bien. La faute est en fait, la faute, c'est la résultante des conséquences, positives ou négatives, de nos pensées, nos paroles et nos actions. Mais on a toujours mis le mot faute sur le côté négatif. Donc, mais ultimement, notre vie est de notre faute. On a 100% la responsabilité de notre vie. Et bien sûr qu'il y a des exceptions. Vous arriverez à me convaincre qu'il y a certains événements qui arrivent dans votre vie pour lesquels vous n'avez pas de responsabilité. Ils sont très rares, ces événements-là, mais ça existe. Et si ça arrive, votre façon d'y réagir va être encore de votre faute, va être encore de votre responsabilité.
Donc, mon POV, mon point de vue, ça sur quoi repose tout ce que je dis, est fait dans ma carrière, est incontestable et je peux le décliner à plein de niveaux. Ta vie est de ta faute, ton couple est de ta faute, tes enfants sont de ta faute, ta santé est de ta faute, ta santé financière est de ta faute. Il n'y a pas personne qui l'a fait, qui l'a pensé, qui l'a dit à ta place. Ben, il n'y a pas personne qui va réparer ça à ta place. Habite tes couilles. Ça, c'est une expression, hein, je ne sais pas si vous l'utilisez. Et souvent, ça offusque les femmes quand je parle de couilles. Tu sais, avoir des couilles, ça ne se passe pas entre les deux cuisses. Ça se passe entre les deux oreilles. C'est une façon de vivre en lien avec nos valeurs et nos croyances. Et mesdames, ne vous offusquez justement pas de ça parce que je connais bien des femmes qui ont pas mal plus de couilles que d'hommes. C'est vrai. Et habiter ces couilles, ben, c'est de respecter nous-mêmes, de respecter nos valeurs et nos croyances et de faire respecter sans compromis nos croyances et nos valeurs. C'est ça de faire respecter nos couilles, d'habiter nos couilles. C'est vrai. Merci pour cette précision de cette expression, parce que nous aussi, on a des ovaires. Nous, moi, je dis sur porte tes ovaires, ma chérie. Allez-y. Habite tes ovaires. Et alors, on va dévier un petit peu dans la vie un peu plus intime, personnelle de Jean. Hein. Tu as adopté un fils, toi. Ouais. Tu as combien d'enfants? Tu as ton fils ou tu en as? J'ai une grande fille, qui va avoir 30 ans au mois de juillet. Ouais. Et j'ai Fiton que j'ai adopté au Kazakhstan, qui va avoir 13 ans le 2 mars prochain, la semaine prochaine. Bientôt son anniversaire. Ouais. On va pouvoir lui souhaiter, parce que la vidéo, elle va apparaître là, dès demain. C'est sûr. Tu vois, il aura plein peut-être de messages d'anniversaire pour ceux qui te suivront ensuite ou qui te suivent déjà. Disons qu'il est moins public que papa, mais bon. Qui sait, on ne sait pas. Et alors, moi, ce que je ressens de Jean, sans te connaître vraiment, mais ce que j'ai ressenti de toi, c'est ce qui se passe derrière, émotionnellement. J'ai toujours dit, quand je te regardais, c'est un nounours, Jean. Et souvent, je te regardais boire tes petits cafés, et puis par moments, tu postais des choses avec ton fils. Tu parlais aussi de ta fille, et quand tu parlais de ton fils, il y a une histoire d'amour avec ce fils que tu as. Est-ce que tu veux nous en parler? Comment t'en es venu à l'adopter? Ouais. Ben en fait, j'ai une histoire d'amour autant avec d'amour paternel avec ma fille que mon fils. C'est juste que ma fille, quand elle est venue au monde, Internet n'existait pas ou encore moins Facebook. Mais avec Noah, ben ça commençait. Et puis bon, j'en parle occasionnellement. Et c'est drôle parce que souvent, quand j'en parle, c'est parce qu'il me donne des leçons ou qu'il revient sur des choses qu'il a entendues de moi. Et je me dis, mais si lui a compris à 12 ans, comment ça qu'il y a tant d'adultes qui ne comprennent pas ce que je leur dis, qui paraît si simple? Et la réponse à ça, c'est que souvent, les gens vont s'arrêter sur ma façon de le livrer, vont s'arrêter sur le choc de livraison. Ils vont rester là sans aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière le choc. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ouais. Alors que lui, le choc, il s'en fout. Il entend bien plus le raisonnement qui vient avec. En fait, l'adoption de Noah est venue tout simplement d'essais normaux d'avoir un enfant que ça ne fonctionnait pas. Et sa maman, à ce moment-là, avait fait des recherches pour l'adoption, avait trouvé le pays du Kazakhstan que je ne connaissais pas du tout. Et tous les articles qui étaient écrits sur les enfants nouvellement adoptés, parce que c'était tout à fait récent, l'ouverture du Kazakhstan. Le Kazakhstan, comme pays indépendant de l'URSS, c'est seulement depuis 1991. Alors, ça a été long avant qu'il y ait de l'adoption internationale qui soit disponible. Et donc, c'était tout récent. Mais les articles qu'il y avait par les pédiatres, les pédiatres hein, pour les enfants? Oui, pédiatres. Pédiatres pour les enfants qui étaient adoptés au Kazakhstan disaient tous, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font de spécial là-bas, mais ces enfants-là arrivent ici quand même en très bon état. Tu comprends? Oui. Donc, la décision a été prise d'adopter là-bas. Et écoute, le jour où on a signé le contrat d'adoption, si tu veux, 8 mois plus tard, on revenait avec Noah. Donc, c'était moins long qu'une grossesse encore. Ouais, c'est rapide. Par contre, contrairement à bien d'autres pays, comme la Chine, par exemple, la Chine, tu peux déposer ton dossier et c'est dans 4 ans, 5 ans qu'ils vont te dire « OK, tu peux venir chercher ton enfant ».
Entre 4 ans et 5 ans, le couple peut avoir changé à bien des niveaux. Hein? Alors, tu vas chercher l'enfant. Donc, quand tu arrives là-bas, je connais des amis, moi, qui l'ont fait, et quand tu arrives là-bas, ils déshabillent l'enfant devant toi, ils te le donnent nu, tu l'habilles avec du linge que tu as apporté, et après ça, les adultes, le groupe d'adultes qui ont adopté, partent pour aller faire un peu le tour de la Chine, la muraille de Chine, ci, puis ça, puis ça. Imagine l'enfant. Ça fait 8, 9, 10 mois qu'il est dans un orphelinat avec 22 autres enfants qui sont tous pareils, qui pleurent tout le temps. Et là, du jour au lendemain, se retrouve dans un hôtel de luxe qui change à tous les soirs parce que monsieur et madame font partie d'un groupe de voyage organisé. Ça doit être... Les gens qui... En fait, la personne à qui j'ai déjà parlé de ça, qui est un animateur télé ici très connu, me dit, j'ai eu l'impression de kidnapper mon enfant, Jean. Alors que dans le cas de Noah, c'est totalement l'inverse. C'est pas nécessairement plus facile pour les parents. Par contre, pour l'enfant, je trouve que c'est beaucoup mieux. Le jour où tu arrives au Kazakhstan, il y a un processus qui se fait. En théorie, tu ne sais même pas si ça va être un gars ou une fille, s'il va être kazakh, vraiment le style kazakh qui vient plus de la Mongolie, ou le style russe, parce que ça faisait partie de l'URSS avant, ou un mix des deux. Et tu arrives là-bas, tu rencontres... écoute, je vais prendre 2 petites secondes pour t'expliquer ça, c'est phénoménal. Avant de partir, ils nous disent, quand vous allez à l'orphelinat la première fois pour rencontrer votre enfant, ils vont vous en présenter 4-5 avant. Ne dites pas un mot. Pas un mot. Là, tu dis pourquoi? C'est des enfants qui ont un handicap. Ils les présentent quand même aux gens qui viennent adopter pour se donner bonne conscience, au moins de les avoir présentés. Et vous parlerez, quand je vais la traductrice, quand je vais vous faire signe, c'est le vôtre. Ah ouais. Là, tu dis, écoute, on arrive là le vendredi matin, et là, le jeudi soir, tu te couches, tu te dis, hey, demain, je vois mon enfant, là. C'est capoté, là. Tu le sais que c'est... Et là, tu arrives là, tu es assis dans une salle très, très froide, avec des gens d'allure très, très froide aussi. Et là, c'est le défilement, un après l'autre. Un enfant qui rentre, tout le monde parle en russe, il sort. Un enfant qui rentre, tout le monde parle en russe, il sort. 4 fois comme ça. Et là, tu regardes ces enfants-là, tu te dis, attends un peu, c'est pas une table de billard avec un tapis bleu, puis tu veux un tapis vert, ou un tapis rouge, puis tu veux un tapis vert, ou un tapis gris, puis tu veux un tapis vert. Ce sont quand même des êtres humains qui te passent d'en face comme ça, comme si c'était du bétail. Ouais. Juste ça, même si tu sais que le tien s'en vient dans 1 ou 2 autres enfants, c'est débile. C'est débile comme expérience. Et là, arrive, après le 4e, ils se mettent à parler, et là, la traductrice dit « OK, time to go, on s'en va. » Non, mais le nôtre? Ah, celui qu'on devait vous présenter a développé une maladie hier, ils l'ont amené à l'hôpital. On me dit qu'ils l'ont amené à l'hôpital et on ne sait pas ce qu'il y a. Alors, on va partir, puis on va revenir à un moment donné. Quand? We don't know, on ne le sait pas. Et là, imagine, là, tu viens de voir 4 enfants te passer d'en face, tu es déjà traumatisé, puis en plus, tu te fais dire que tu ne verras pas ton enfant. Ça, c'était le vendredi matin. Le dimanche soir, on nous appelle et on nous dit « Demain, on retourne à l'orphelinat, on a trouvé un bébé pour vous. » Vous avez trouvé un bébé pour nous? Ouais, parce que celui qu'on devait vous présenter, finalement, il était trop malade. On a trouvé un bébé dans un autre orphelinat qu'on a fait venir en fin de semaine. Il est arrivé dimanche, il est arrivé cet après-midi. On va aller le voir demain matin, lundi. Et le lundi, on se présente là et c'était Noah. Wow! Tu comprends à quel point ça a passé pas? Je te dis ça, puis j'ai des frissons, j'ai des... Faut pas que je cligne des yeux encore une fois. Regarde, j'ai la chair de... Ça a passé à ça que Noah soit pas dans ma vie. Wow. Ça aurait été l'autre, puis ça aurait été aussi bien, là. Je l'aurais aimé autant. Mais, donc, le procès. Et là, une fois que ça s'est fait, il y a un 15 jours de ce qu'on appelle le bonding period. On va voir l'enfant le matin et l'après-midi, 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, pendant 15 jours avec une monitrice qui est au bout, avec une vitre, un miroir où elle est de l'autre côté pour analyser le comportement de l'enfant et des possibles parents. Elle fait un rapport. Après ça, ça s'en va à la cour. Il faut passer en cours, il faut aller faire les passeports, il faut faire le visa. Tout ça a pris 51 jours sur place là-bas. Et non pas 1 semaine pour aller chercher un enfant en Chine, faire le tour de la Chine puis revenir. Donc, ils ont un bon protocole sécure aussi pour voir pour que ça matche. Et qui voit l'adaptation de l'enfant. L'enfant nous a vus pendant 15 heures avant de partir avec nous. Tu comprends?
Donc, et peut-être pour faire le lien entre Véronique et Noah, Véronique, j'étais là à l'accouchement. Mais avant l'accouchement, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai fait quelque chose 9 mois avant, là, mais depuis cette fois-là, là, puis c'était le fun. Depuis cette fois-là, je n'ai rien fait, tu comprends? Fait que le papa d'un enfant qui est dans le ventre de la maman, on essaie d'être proche, mais on est quand même plutôt détaché, tu comprends? On a beau flatter la bédaine, à un moment donné, ça fera. Tu sais. Alors que Noah, ou dans toute adoption, je présume, le jour où le pays te dit « Vous pouvez vous en venir le chercher », nos os viennent de crever. Pas juste ses os à elle, nos os viennent de crever. Le moment où tu signes le contrat, on vient de faire l'amour. Quand ils nous disent « Venez-vous-en », nos os viennent de crever et quand on le voit, on accouche. Fait que je pense que pour le papa, ça revêt une importance ou ça a une signification qui se rapproche le plus possible d'un accouchement naturel, mettons comme Véro, si tu veux. Donc, il y a un lien particulier avec Véro parce que c'est moi qui l'ai conçu avec sa maman, mais il y a un autre type de relation avec Noah qui fait que c'est le même amour paternel pour les deux, mais il y a quand même deux histoires différentes. Ouais, c'est chouette. Ouais. Et et tu sais, ça m'a fait plein de... Moi aussi, à chaque fois. Oh, j'ai plein de frissons. C'est trop beau. Merci de ce partage. Et là, il va avoir quel âge du coup? Donc, il va avoir 13 ans. Oui, Noah va avoir 13 ans. Donc, à partir de mardi prochain, on commence à payer pour des billets de cinéma adultes puis des billets de ski adultes. À partir de la semaine prochaine, ça commence à coûter plus cher. Oui, bah écoute. C'est quand son anniversaire exact pour ceux qui voudront lui souhaiter? Lundi le 2 mars. Lundi 2 mars. On y pensera. On lui enverra plein de becs. C'est ça qu'on dit chez vous? Des becs? Oui, des becs. Des bisous, des becs, ouais. Des bisous, des becs. Waouh! Et puis, sa venue dans ta vie aussi, c'est aussi un gros voyage initiatique intérieur hein, aussi. Déjà d'être père et puis aussi d'adopter, c'est vraiment la paternité sous un autre angle au final. Oui, tout à fait, tout à fait. Et même l'expérience dans un pays comme, surtout dans le village où on était, parce qu'il y a quand même deux grosses villes au Kazakhstan, Almaty et Astana. Mais à part là, la ville, si on peut appeler ça une ville où l'orphelinat était situé, le building où je demeurais, d'après moi, il n'existe plus. Là. D'après moi, il n'existe plus. C'était dans des conditions très, très difficiles. Difficiles au point où tu te dis, on ne passera pas à travers, on ne passera pas à travers. La nourriture, le logement, les bruits, le froid. Mais ça fait partie des deux plus belles expériences de ma vie quand même aujourd'hui. Donc, oui, on trouve des ressources et l'impact positif qu'ont ces moments d'inconfort. Tiens, on y retourne. Ces moments d'inconfort, quand on les regarde par la suite, puis qu'on regarde le bonheur qu'on a aujourd'hui, tu te dis, OK, c'était un passage obligé. Puis alors, on a fait un moment inconfortable là, un moment merveilleux aujourd'hui. Ouais, puis sur place, quand même, tu vois des enfants, après on te dit le tien, il est malade, en 2 secondes, ça change, bah, vous avez un bébé, l'ascenseur émotionnel, à ce moment-là, a dû être terrible, quoi. Écoute, quand on était devant le juge, parce qu'à la toute fin, c'est un jugement officiel devant un juge, mais c'est pas en cours comme on voit dans les émissions américaines, c'est dans un petit bureau, presque pas chauffé. On a tous encore nos manteaux sur le dos, puis il y a encore 4-5 personnes russes qui sont là avec une allure un peu patibulaire. Et le juge pose des questions, remplit des papiers, et à un moment donné, il ferme un livre devant lui, et la traductrice nous dit « OK, time to go ». Le fameux « time to go », on y va. On y va où? Qu'est-ce qui se passe là? Et là, elle me dit en anglais « The baby is yours ». Le bébé, c'est votre bébé maintenant. Wow. Là, tu dis, excuse-moi, il peut-il y avoir des confettis à quelque part, une bouteille de champagne, des cigares? On peut-tu se dire, hey, on vient d'accoucher? Yeah! Non, OK, on s'en va. On s'en va, on va aller le chercher. C'était vraiment un roller coaster, là, des montagnes russes d'émotions. Et j'aimerais bien retourner avec lui un jour, mais ça va arriver. Mais il y a quand même
une série de papiers que les deux parents avons signés là-bas. Tu sais, des papiers légaux, 8,5 par 14, des grandes feuilles recto-verso, puis qu'il y a à peu près 250 pages. Puis tout ce qu'on fait quand on arrive devant un notaire dans un bureau pas chauffé. On enlevait nos mitaines pour signer, là. Et, il retournait ça de bord, puis il nous disait, juste ici, vous signez là. Je disais, ouais, mais c'est parce qu'on signe quoi, là? Ouais. Il y a 250 pages écrites en russe recto verso sur des longues feuilles. On est en train de signer quoi? Ah, ça, c'est juste pour vous dégager de telle affaire, telle affaire, telle affaire. Là, tu dis, il faut que tu aies une grande foi. Alors Ouais. là, des fois, on te dit, est-ce que de retourner là-bas, y a-t-il quelque chose qu'on a signé, puis que s'il retourne là-bas, il garde? Là, la réponse, c'est non. Ça, c'est un citoyen canadien. Il y a la double citoyenneté, mais il ne peut pas garder un citoyen canadien. Mais ça a été un processus où la foi a dû primer à plusieurs occasions. De dire, ça doit être correct. Ça va être correct. La foi, la confiance et dire Ouais. Si c'est lui qui vient chez nous, pourquoi c'est qui doit rester, hein? Ouais, On va exact, faire exact. confiance. Waouh! D'ailleurs, t'as vu, on est parti de l'entrepreneuriat, on est vite allé dans ton. Ouais, Tu ouais, ouais. sais que j'ai réussi. Ouais. Oh, mais c'est chouette parce que du coup, moi, c'est cette partie-là que je sentais quand je te regardais aussi à travers tes vidéos. Et c'est celle-là que j'avais aussi envie de mettre en avant aujourd'hui. Tu sais une chose, Fanny, les gens, et ça fait partie peut-être un peu du marketing, cette intrigue-là, l'intrigue à savoir si le gros méchant loup Jean Nadeau a un cœur. Tu sais, tu parlais d'un ours. Moi, mon animal préféré, c'est l'ours blanc. Mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau qu'un ours blanc qui marche sur la neige? Si je pouvais en adopter un, j'en aurais un. Fais juste pas le faire fâcher. C'est Mais ça. sinon, le reste du temps, il est très beau et très docile. C'est juste quand il est fâché, il est plus fâché que les autres. Mais à part de ça, il est. Mais donc, je dis souvent, je n'ai pas dans mon métier, je n'ai pas à vous montrer tous Non. les aspects de ma personnalité, entre autres ma vulnérabilité. Je ne suis pas un robot, je ne suis pas fait de métal et de bois. Bien sûr que j'en ai une vulnérabilité, mais ça me pue au nez, ça me donne des boutons, ça me fait vomir de voir la putanisation, la prostitution que trop de personnes dans ma propre industrie font en mettant de l'avant, en se servant de la vulnérabilité comme outil de marketing. Ça me Mmh. fait chier, ça. Ça me fait chier. Ça vient détruire cette industrie pour laquelle j'ai tant de respect, ce job pour lequel j'ai tant de respect, de voir ces putains de tout sexe, surtout les gars, parce que les filles, vous autres, vous tripez sur notre vulnérabilité. Vous adorez ça, voir un C'est homme vrai, qu'on j'adore. voit vulnérable. Ouais, mais c'est pas ça ma job. J'utiliserai. J'en ai une. C'est pas de vos maudites affaires, la vulnérabilité que j'ai dans ma vie personnelle. Donc, je ne l'utiliserai très certainement pas comme outil marketing. Et ça se fait beaucoup parce que ça vend des billets, ça remplit des salles, ça vend des livres, ça vend des émissions, ça vend des programmes. Tu sais, Ouais. comme j'ai déjà vu à un moment donné une série de lives qui annonçait un live ultimement important qui se ferait un jeudi soir. Et la personne disait, dans tous les lives préparatoires d'invitation à celui-là, disait quelque chose comme vous savez, mes amis, dans mon métier, je rencontre beaucoup de personnes et j'aimerais vous raconter l'histoire d'une personne ça m'a vraiment touché. Et puis, écoutez, je vais tout vous raconter ça dans ce live spécial que je veux faire jeudi. J'espère que vous y serez. Les messages publicitaires, là, les lives pour annoncer celui de jeudi, ressemblaient un peu à ça. Le live du jeudi arrive, la personne arrive en ondes. Hey, salut tout le monde, salut ma belle gang, je suis tellement content de vous voir. Écoutez, euh, avant de vous parler de cette histoire dont je vous parlais, laissez-moi vous dire que mon programme, mon livre, mon programme, ou Mmh. peu importe, la vente, la pré-vente, le prix promotionnel se termine demain, vendredi. C'est la dernière chance que vous avez. Les ventes vont merveilleusement bien. Déjà, des centaines de personnes se Ah, sont bon inscrites storytelling. ou ont acheté le livre et tout ça. Donc, ça se termine demain. J'espère que vous saisirez l'opportunité. Maintenant, T'es bon comédien quand même. laissez-moi vous parler de cette rencontre que j'ai eue qui
qui m'a vraiment touché. Tu sais, ça me fait vomir à pleine gueule. Ça me fait chier, ça brise mon industrie. Et ça, ben, il y en a beaucoup trop, puis moi, je ne ferai pas ça. Donc, oui, j'ai un cœur, oui, je suis sensible, oui, je pleure, oui, je me retourne dans mon lit en petite boule comme ça pendant que j'ai des mauvaises nouvelles. Oui, j'ai une vulnérabilité, mais elle n'est pas de vos maudites affaires. Mais en fait, personne n'a besoin de ta vulnérabilité. Les personnes qui viennent vers toi, elles ont besoin d'un coup de pied au cul pour changer leur vie et aller là où ils veulent aller. Attention, parfois, mon approche n'est pas. Je n'ai pas la vérité absolue, je n'ai jamais prétendu. Je peux donner cette impression-là parce que je suis très certain de ce que je dis, j'ai confiance en ce que je dis. Prouvez-moi le contraire, puis je vais peut-être changer d'idée, mais jusqu'à preuve du contraire, je vais exprimer ma certitude. Donc peut-être que ça peut donner l'impression que j'ai, oh my God, la vérité absolue, mais je ne l'ai pas. Mais tu l'as pas? Tu l'as pas pour de vrai? Tu l'as pas la vérité absolue, non? Non, je ne l'ai pas. Je l'affirme officiellement. Et mon approche, donc, n'est pas la vérité absolue, c'est la mienne. Et je suis conscient qu'elle n'est pas bonne toujours. Mon meilleur ami, je vais reprendre mon exemple de mon ami Marc, qui a vécu des moments difficiles il y a 3 ans de ça. La première semaine, la deuxième semaine, j'ai accueilli Marc dans mes bras. On a passé des après-midi ensemble à ne pas dire un mot, juste ma présence. Il avait besoin d'être avec quelqu'un. Il pleurait, je pleurais avec lui. Donc, c'était pas le temps à ce moment-là de lui foutre mon coup de pied au cul. C'était le temps de lui donner de l'amour, de la compréhension, de la proximité. Ouais, et c'est ce que je fais. Sauf que, à un moment donné, ça fera. À un moment donné, ça fera. Et à un moment donné, j'ai regardé Marc dans les yeux, je l'ai pris par les épaules, j'ai dit, Marc, je t'aime. Je t'ai prouvé mon amour d'une certaine façon dans les 3-4 premières semaines. Aujourd'hui, je vais te revirer de bord, je vais te foutre mon coup de pied au cul, puis on va repartir parce que moi, je connais Marc. Moi, je sais ce qu'était Marc avant cette merde-là. Je sais ce qu'était Marc, puis je vais être le premier à te donner autant d'amour, juste un peu différemment. Puis on va faire, tu vas faire les pas, puis je vais être à côté de toi. Puis si tu fais un pas par en arrière, je vais te rebotter le cul pour que tu ailles par en avant. J'ai jamais vu personne, moi, aller par en arrière quand tu faisais donner un coup de pied au derrière. Oui. Ah ben non. Donc, mon approche, ce n'est pas la vérité absolue, c'est mon approche et elle est bonne, elle est extraordinaire à certains moments donnés. Le problème, c'est que les gens se rendent rarement à cet inconfort-là parce que c'est beaucoup plus facile de rester dans le confort. C'est beaucoup plus facile de blâmer les autres. De critiquer, de dire « Ah, il m'énerve. Hein. » C'est facile. Exactement. Donc, les gens n'ont pas cette sagesse-là d'aller là. Et c'est pourquoi 90% des gens restent dans leur petit statu quo de merde à vivoter au lieu de prendre la responsabilité de ce qui leur arrive, de s'excuser au besoin s'ils ont heurté quelqu'un au passage, d'apprendre de la gaffe qu'ils ont faite, puis de passer à quelque chose, passer à autre chose le plus rapidement possible, parce que la prochaine stupidité va s'en venir assez vite. Mais on n'a pas cette petite sagesse-là de juste faire ces 4 petites étapes-là. C'est ça. Écoute, ça fait peut-être 1 heure qu'on est en entretien. Je pense que… Tu m'as laissé m'emporter une couple de fois. Écoute, ça fait du bien. Et puis, moi, je te suis depuis longtemps. Je suis trop… J'étais toute gaga, là. J'étais « Oui, je vais interviewer Jean-Nathan. » Calme-toi. Ça y est, je me calme. Et puis, pour mes copines qui me regardent et mes amis entrepreneurs, elles savent. Elles m'appellent Jean-Nadette, tu vois, parce que moi, je suis un peu comme toi. Du coup, tu vois, là, je vois. Jean, Fanny, Jean. Ah, on se donne… On est pareil. Enfin, sur les coups de pied. Du coup, je suis très contente. Je suis… Ah, merci en tout cas, Jean, pour cette interview. Ça me fait très plaisir. J'aimerais, si tu me le permets, on n'en avait pas parlé avant, puis j'aurais dû t'en parler avant, mais je vais vivre avec les conséquences si tu n'es pas contente de ça. OK. J'aimerais, pour toi, parce qu'on en a déjà parlé, mais pour toutes les personnes qui t'écoutent, je serai à quelque part en Europe, en France, à quelque part, à un certain moment donné, dans les 2 prochains mois, pour aller présenter ma toute première conférence TED. Je suis tenu contractuellement à ne pas dévoiler publiquement c'est où, c'est quand et c'est quoi le thème et de quoi je vais parler, bien évidemment. Mais les personnes qui sont intéressées vraiment et qui n'ont pas 5 heures de voiture à faire pour venir écouter une conférence de 18 minutes, parce que les conférences TED, ce sont des conférences de 18 minutes. Bien sûr, il n'y aura pas juste la mienne, il y en aura 8 ou 9 autres très intéressantes. Mais si vous êtes intéressé,
passez par Fanny ou trouvez-moi sur Facebook, envoyez-moi un petit Oui, message j'en ai et j'aurai l'occasion, le plaisir de vous envoyer l'information plus directement si vous êtes vraiment intéressé. C'est à quelle période? Avril? Non? Là, tu essaies de voir. Hein? Disons que c'est dans ces eaux-là. Tu sais pourquoi je demande ça? C'est parce que cette vidéo, elle va être sur ma chaîne YouTube. Tu vas la voir aussi. Donc, si dans quelques mois plus tard, des personnes la Ouais, regardent, c'était pour donner une date, qu'elles ne se disent pas c'est quand le TED et tout. Bah non, c'est déjà ouais, passé. disons que c'est en avril 2020. Voilà. Donc, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes en juin, c'est mort, c'est fini. Hein. C'est passé, vous avez C'est passé. sur Internet. Vous irez la voir sur YouTube, sur ma C'est page. ça. Donc, voilà, je voulais juste préciser parce que la vidéo, elle va Ouais. rester sur Internet. En tout cas, je te remercie infiniment pour cet entretien, cette interview à cœur ouvert. Je continue de te suivre avec grand plaisir, moi. Et puis, dès que je peux aller vers toi aussi, si tu es en France, moi, je viendrai. Merveilleux, ça me fera plaisir. Si vous êtes intéressé à me suivre comme Fanny le fait, vous me trouvez sur Facebook. Je suis très présent sur Facebook. Vous allez trouver mes livres qui sont là également et tout et tout. Donc, ça me fera plaisir de vous accueillir dans mon monde de gentils distributeurs de couteaux derrière. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, allez vous abonner à sa page sur Facebook, Jean Nadeau. Voilà, vous allez pouvoir découvrir Jean si vous ne le connaissez pas ou continuer de le suivre si vous le connaissez. Voilà. Voilà, merci beaucoup, Fanny. Au revoir. Merci. Salut tout le monde.